Je tiens à remercier d'abord les collègues libanais de leur invitation à cette journée de travail qui offre l'occasion d'une troisième rencontre au sein de la zone plurilingue de l'IFPCL, c'est-à-dire de l'école de psychanalyste du centre lacanien. Plus. Voilà. En tant que représentant actuel de cette zone, j'ouvre la séance en donnant la parole à mon prédécesseur qui se trouve à l'origine, par son initiative, de sa création. Et pas seulement, vous allez me dire. Bien évidemment, Colette Soler, pour la nommer, bien que vous la connaissez, se trouve, entre autres, à l'origine même de la création des forums du Centre lacanien, et sa présence ici concrétise le chemin parcouru depuis leur fondation à l'insu d'un long débat sur ce que doit être une école de psychanalyse orientée par l'enseignement de Jacques Lacan. Je la remercie et je lui passe la parole. Merci Stylianos. Bonjour à tous. Alors, j'ai intitulé mon propos du pacte à la parole de jouissance, du parler, à la jouissance du parler. Évidemment, pendant cette journée, nous n'allons rien faire d'autre que de parler. Je me disais, en préparant ce que j'allais vous dire, que nos réunions dans le champ analytique, les congrès, les journées, les symposiums, sont l'occasion en fait de mesurer à quel point la parole est un instrument de transmission non seulement incommode, mais insuffisant. Un vrai fléau de la colle, disait Lacan. Et chez nous, ça se double du fait que nous avons tous la même référence, l'enseignement de Lacan. Nous disposons tous du même vocabulaire, du même stock de mots. Et d'ailleurs, la plupart de nos enseignements ont comme premier effet de transmettre le lexique. Alors, je peux témoigner que ce n'était pas encore le cas à l'école freudienne de Paris, l'école de Lacan. Ça a commencé ensuite avec l'ECF et ça s'est généralisé ensuite. Nous sommes tous pris dans cet effet qui dépasse chacun d'entre nous, je m'y inclus. Et il a deux inconvénients. Le premier est qu'il devient difficile, avec cette langue commune, de faire entendre un dire singulier, alors que les analyses sont une par une. Et quand ce sont les analystes qui parlent, c'est souvent la doxa de groupe qui s'entend. C'est le cas dans tous les groupes analytiques. La parole, deuxième inconvénient, la parole est peu propice au concept et produit un déficit grandissant conceptuel dans les productions analytiques. Alors je sais bien, nous savons tous, que la psychanalyse n'est pas une science, c'est sûr. Bien que Lacan ait espéré durant un moment qu'elle en soit une. Cependant, il disait aussi, l'analyste est double. Il y a celui qui soutient l'acte analytique dans les cures qu'il dirige, et il y a celui qui pense la psychanalyse. Pas seulement les cures qu'il dirige, mais la psychanalyse dans son unicité comme dispositif original. C'est celui-là, cet analyste-là, qui peut la faire valoir dans le monde, car il ne suffit pas du nombre des praticiens pour que la psychanalyse continue à prévaloir dans la civilisation capitaliste.
Alors cet analyste-là, le moins que l'on puisse attendre de lui, c'est qu'il se rapproche un peu de l'esprit scientifique, que ce soit dans la lecture ou dans l'élaboration concernant cette pratique analytique qui reste, il faut le dire, sans égal. Dans Encore, Lacan a pu dire « le truc analytique ne sera pas mathématique », comme il l'avait espéré. Et il a ajouté un peu plus tard que le truc analytique serait poétique. Mais poétique ne veut pas dire fumeux ni vague. Et ce propos lui-même de Lacan sur le poétique s'appuie sur des constructions parfaitement rationnelles, minutieuses et pointues concernant le langage et la langue. Alors, dans ce contexte peu favorable, et dans ce moment du début du XXIe siècle, qui, on le constate, n'est pas un moment fécond d'invention dans la psychanalyse, mon parti pris personnel, dans l'abord de nos différents thèmes, parole, amour, exil, dire, enfin quel qu'il soit, c'est toujours de commencer par suivre les pas successifs de Lacan sur chaque thème. Le cheminement, et il y en a toujours un de cheminement, car jamais Lacan n'a fait du surplace. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire chez lui d'ailleurs. On peut dire que, comme il l'a dit, il pense avec ses pieds. C'est un marcheur, pour le dire. Alors, je les suis, ces pas, j'essaye, pour faire valoir sa démarche même, parce que je crois que sa démarche, à elle seule, porte un enseignement. Quelle est cette démarche ? J'ai essayé de la qualifier. Elle conjugue une posture qui n'est pas chez tous, une posture qui affirme sans vaciller au premier pas, et même sans preuve, de façon quasi impudente parfois. C'est le cas par exemple sur le thème de la butée de fin d'analyse. Et ensuite, après cette affirmation assertive, il fait le pas d'avancer vers d'autres affirmations, tout aussi fermes mais différentes, et qui corrigent les premières. Mais il le fait à partir de ce qui manque aux précédentes pour rendre compte de ce qu'il questionne. Alors on pourrait dire, c'est ça la dialectique, mais je crois que plus essentiellement, c'est la modalité même de la parole de vérité. La vérité est toujours catégorique. Elle affirme, mais ne pouvant tout dire du réel qu'elle cherche à approcher, elle dit autre chose, voire le contraire, au temps d'après. On expérimente ça tous les jours dans la psychanalyse. Alors je ne doute pas, quant à moi, que dans cet enseignement de Lacan, qui est si complexe, si lesté de références multiples, culturelles, et si conceptuel, et qui bien souvent dépasse le lecteur, ce soit cette présence d'une démarche de vérité, d'un style qui met en acte le mi-dire des thèses, la présence, comme il le dit lui-même, d'une théorie qui inclut un manque à tous les étages, que ce ne soit cela qui ait produit l'immensité du transfert qui s'attache encore à son œuvre. Et il n'empêche que malgré cette démarche de vérité, il vise le concept, fût-ce le concept de l'inconceptualisable, et pas le patchwork des vérités multiples. Alors ce mouvement propre se vérifie sur tous les thèmes, fin d'analyse, conception du sujet et bien sûr parole. J'ai donc passé l'année dernière à travailler
contre le patchwork des phases successives pour mettre en évidence, j'ai essayé de mettre en évidence l'impossibilité à chaque étape où étaient ces élaborations de couvrir tout le champ de la question. Alors, je l'illustre donc avec la parole. La parole. C'est particulièrement frappant pour la parole, le mouvement. Au départ, enthousiasme pour la parole pleine. Au terme, il nous dit « la parole est un chancre, un parasite qui grouille sur l'humain ». Pour un retournement, n'est-ce pas, c'en est un. Et nous n'apprendrions rien si nous nous contentions de la juxtaposition des thèses ou de choisir l'une ou l'autre. Il faut saisir les raisons analytiques de la progression. Il y a une constante, cependant. D'un bout à l'autre, il affirme une efficace de la parole. Il faudra voir lequel. Et je crois aussi quelques dégâts de la parole. Alors, je commence par l'enthousiasme. C'est le meilleur moment, hein, on peut dire. Je ne vais pas faire une archéologie de la parole pleine. Ce ne serait pas impossible, hein, mais je ne m'occupe pas des antécédents de Lacan. Je pars de l'affirmation d'une parole pleine différente de la vide. Les deux textes de référence essentiels sont fonction et champ de la parole et du langage, mais aussi les définitions de la parole dans variantes de la cure-type. Et dans les deux textes, il attribue de grands pouvoirs à la parole. Elle est créatrice. Selon lui, elle instaure l'être du sujet. Pas le sujet, l'être du sujet. Et pas un sujet tout seul, mais deux sujets simultanément, dans une intersubjectivité constituante, deux sujets liés entre eux par un pacte susceptible d'ordonner leurs désirs et leurs pulsions, et donc de résister aux fluctuations du temps. Le grand exemple, c'est « tu es ma femme ». Il y avait aussi « tu es mon maître », mais on s'intéresse plus à « tu es ma femme ». C'est donc une parole d'engagement. Lacan évoque même la foi jurée. On n'est pas dans l'inconscient avec la parole pleine. Enfin, l'inconscient tel que Lacan l'a pensé ensuite. On est dans une parole d'engagement performatif. Eh bien, c'était trop beau pour être vrai, comme on dit. Lacan corrige aussitôt, disant lui-même que son enthousiasme est daté et que le texte est daté. Et on sait, certains savent qu'il arrivera à la fin à une reformulation du « tu es ma femme » en « tu es ma femme ». Moins sympathique. Le pacte est donc récusé. Reste cependant, le pacte est récusé, mais reste, la structure de l'interlocution. C'est une structure propre à toute parole et dans laquelle celui à qui je parle, l'auditeur donc, dispose de ce que Lacan appelle le tout pouvoir de l'auditeur, thèse sans laquelle la parole transférentielle serait impensable. Pourquoi cette récusation du pacte de la parole pleine? Eh bien, ça c'est simple, parce que toute l'expérience, pas seulement commune mais analytique, indique qu'aucun pacte, aucun engagement du sujet ne peut résister aux fluctuations de la libido
du désir et des pulsions, pour ne pas dire de la jouissance. On ne peut pas s'engager sur sa jouissance. Alors Lacan n'abandonne pas cependant les expressions paroles pleines et vides, mais il les reprend ensuite dans des sens qui n'ont plus rien à voir avec le pacte. C'était donc une fausse promesse que ce pacte au regard du temps. Mais, me suis-je demandé, comment Lacan a-t-il pu l'ignorer à l'âge où il écrivait sa parole pleine? Il avait 55 ans passés, si je ne me trompe. Je crois qu'il ne l'ignorait pas, mais il faut se demander ce qu'il cherchait à élucider, comme en chaque cas. Eh bien, qu'est-ce qu'il cherchait à élucider? Il avait reconnu que l'instrument de la psychanalyse, c'était la parole, toute seule. Bon. Il s'en déduisait donc qu'elle a des pouvoirs sexuels. Freud nous l'a montré, que la parole opère sur ce qui est le problème constant et central de la psychanalyse, les symptômes. Lesquels symptômes séparent, font obstacle non seulement au lien social, mais au couple sexuel. Et Lacan cherche donc, à ce moment-là, d'entrer, et il pense avoir trouvé ce qui, dans la parole, est capable de contrer l'effet séparateur des symptômes et de restituer le couple. Son hypothèse, c'est le pacte. Façon de dire implicitement que là où les symptômes séparent les corps, la parole peut réunir et nouer. C'est la fonction liante de la parole qu'il avance et qui, elle, ne sera jamais récusée par Lacan, mais elle sera repensée autrement. Alors le deuxième pas met l'accent sur toute autre chose, la parole aliénante. Après avoir développé la structure du langage, sans laquelle il n'y a pas de parole articulée, son intersignifiance au langage, S1, S2, disons-nous, qui est en œuvre dans l'interlocution de la parole, ce que son graphe du désir, pour ceux qui le connaissent, dessine, un tout autre aspect de la parole est mis en évidence, son caractère foncièrement assujettissant, et qui laisse des marques structurales. La parole préside à une double aliénation, au dit de l'autre réel, les dits ce sont ces énoncés, et à ses signifiants. Lacan dit, je le cite, « Le dit premier décrète, légifère, aphorise, est oracle, il confère à l'autre réel son obscure autorité. » Voilà la phrase qui indique la double aliénation, car le dit implique la profération et les signifiants qui s'y trouvent articulés, soit leur dire, les signifiants et leur dire. Relu après Joyce, le dire, je le dis par parenthèse, la profération est toujours magistrale. Point, position d'existence, dit Lacan. Alors, pourquoi, ici je fais une parenthèse, pardon, pourquoi Lacan dit-il le dit premier? On est tenté et on pense de penser, on est tenté de penser et on pense premier dans le temps, bien sûr, et c'est très cliniquement perceptible. N'entend-on pas régulièrement, chez les analysants, à ma naissance, ils ont dit que, ma mère disait que, mon père disait que, et on sait que ça a du poids.
Mais ce serait trop restrictif, je crois, de le prendre seulement au niveau chronologique par enfant. Ça désigne aussi plus généralement dans la structure de l'interlocution, non pas l'autre réel comme auditeur qui m'écoute, mais l'autre comme locuteur qui parle le premier quand c'est moi qui écoute. On est là sur la question des effets de l'affirmation catégorique, du dire assertif que j'évoquais au début pour Lacan. Lui, Lacan, qui n'arrête pas de fonctionner pour nous comme le dit premier, c'est clair. C'est aussi, cette structure-là, la structure de tous les phénomènes d'emprise qui sont très à la mode. En France, je suppose qu'on en parle un peu partout aussi. Les phénomènes d'emprise. Et on constate que notre époque est bien encline à exonérer, à excuser les sujets de leur comportement, même quand elle les trouve fautifs, s'ils peuvent évoquer l'emprise. Ce n'est pas leur faute, voyez-vous, c'est la faute au dit de l'autre. Et l'emprise est devenue aujourd'hui une excuse juridiquement, au niveau juridique. Or, pas d'autre emprise sur les parlants que celle du dire, même quand elle va jusqu'à ce qu'on appelait au XVIIIe siècle une prise de corps. Prise de corps, ça désignait les arrestations. Quand on dit aujourd'hui 121 arrestations, on aurait dit 121 prises de corps. C'était beaucoup mieux, je trouve. Alors, dans la psychanalyse, je reviens à notre idée, avec la découverte de la névrose infantile chez Freud et de l'émergence du sujet chez Lacan, on s'intéresse préférentiellement au dire originel des parents, bien sûr. Les sujets s'en plaignent en général, car ces dits prédiquent sur eux. Et comme le disait Lacan, tout signifiant fait injure au sujet, parce qu'il l'épingle alors qu'il ne dit pas sa différence. La question n'est pas pourtant de savoir, n'est pas du désagrément ou de son contraire. La question est de l'imposition. La parole imposée, avant d'être un phénomène, croit-on, de la psychose, est un fait originel chez le parlant. D'autant que l'oreille, parmi les zones du corps, l'oreille est un orifice qui ne se ferme pas. Pas d'anorexie de l'oreille, pas de constipation de l'oreille, pas de diarrhée de l'oreille non plus, impossible. Ce serait amusant de développer ça. La parole est imposée, elle laisse une marque structurale, constituante de ce que Freud nommait l'appareil psychique. Et nommément, elle laisse comme marque l'idéal du moi et le surmoi. On ne parle quasiment plus de ces notions, tout captivés que nous sommes par les jouissances et la langue. Mais on a tort, on a tort. Il faudrait plutôt mettre à l'étude leur rapport à la jouissance réglée par l'inconscient. Alors je poursuis d'ailleurs la citation de Lacan. Après avoir dit le dit premier, etc., il dit « Prenez un signifiant pour un signe de ce pouvoir tout en puissance, et vous avez le trait unaire qui aliène le sujet dans l'identification première qui forme l'idéal du moi, que Lacan écrit idéal de l'autre, fort justement. Évidemment, ça veut dire que cet idéal de l'autre ne va pas sans une implication du sujet, puisqu'il s'agit d'une identification. Au-delà du dit, donc, l'idéal du moi, c'est le signifiant
de l'identification au pouvoir du dire. Identification au pouvoir du dire. Lacan parle en 1953 de la naissance de la possibilité. C'est joli. Qui ne va pas sans se dire. Et avec Joyce, il s'aperçoit que le dire est magistral. C'est du dire, des dires, que s'originent tous les jugements. C'est de l'insigne de l'idéal du moi que s'originent tous les jugements d'un sujet, tout ce qu'il pense du monde, des autres et de lui-même. On se juge du point de vue de l'idéal du moi. Et c'est pourquoi cet idéal du moi a des effets souvent déprimants, parce que le sujet se trouve en défaut. De là aussi, de cette notion de l'idéal du moi comme idéal au pouvoir de la parole, l'ineptie de ceux qui disent que les jeunes aujourd'hui n'ont plus d'idéaux, et surtout pas les délinquants, et encore moins les psychotiques. Ceux qui disent ça confondent les normes idéales d'une société, qui sont toujours périssables, qui bougent, mais l'idéal de l'autre, qui est une marque structurale de notre prise dans la parole, en tant qu'elle nous relie à l'autre sans remède, l'idéal de l'autre ne saurait jamais manquer. Et il faut bien le dire finalement, avant de terminer à son sujet, que l'idéal de l'autre n'est pas spécialement humaniste, comme croient l'être les idéaux de la société. Il est idéalisation du premier pouvoir rencontré, celui du dire, de la parole. Alors le surmoi, maintenant, il est autre chose. Ce n'est pas un signifiant, c'est une voix, un objet donc. Une grosse voix qui met le sujet aux ordres. C'est la voix que l'on utilise pour faire peur aux enfants, petits ou grands. La voix du père Fouettard, comme on disait dans mon enfance. Je ne sais pas si ça se dit encore. L'incorporation de cette voix n'est pas une identification, mais elle préside à l'obéissance et à la soumission, mais par la peur. Alors je passe sur l'histoire et le concept du surmoi, qui est très, très vaste, sur comment, dans la psychanalyse, on a pu avoir d'abord l'idée d'un surmoi qui interdit la jouissance, Freud, et puis à la fin, un surmoi qui ordonne la jouissance, qui dit jouis chez Lacan. Je m'y suis longuement arrêtée cette année, mais là, je n'ai pas le temps. Ce que je souligne, c'est qu'idéal du moi et surmoi, ce sont les deux instances par lesquelles le dire de l'autre laisse son empreinte sur le sujet au point de le façonner. La parole, à cet égard, est constituante, mais ce n'est pas un facteur d'autonomie. Au contraire, d'aliénation originaire, et qui est propice à entretenir les emprises dans le présent. La question est donc de qu'est-ce qui peut desserrer cette prise originaire de l'autre qui va avec les éthiques de la fascination et de la peur, celle bien présente et que l'on a vue dans le siècle dernier et qu'on voit même dans la psychanalyse parfois. Alors, première réponse de Lacan, il cherche une réponse, donc il fait un pas de plus, le désir et son éthique. Relisez la dernière page des remarques sur le rapport de Daniel Lagache. Le désir qui fait lien à l'autre, lui aussi, mais pas à partir des paroles imposées de l'autre, et pas à partir des demandes de l'autre,
pas à partir des oracles de ses dits, mais à partir de son manque à dire, à partir de ce qu'il ne fait pas passer au dire, de ce qu'il ne peut pas faire passer au dire, avec l'idée que la demande que portent les dits de l'autre porte toujours aussi un désir informulable mais présent et capable de faire lien de sujet à sujet. Alors ça, ce n'est pas une autre fonction de la parole que celle du pacte, mais c'est une même fonction de lien, seulement elle est pensée autrement, grâce aux élaborations sur la structure de langage et son effet sujet, qui laisse place à l'énigme du Kevoy. Alors on connaît les grands développements de Lacan, ça s'est beaucoup étalé dans son œuvre finalement, des années 60, sur la fonction érotique de l'être ou avoir le phallus, signifiant du manque de l'autre. Et ça, c'est ce qui faisait le lien de couple à ce moment-là. Pourquoi ne pas s'arrêter à cette solution? Eh bien, parce qu'elle est insuffisante. Encore problème avec cette solution. Puisque ça ne passe pas au dire, ce désir de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On l'invente. C'est ce que fait le fantasme, très tôt dans l'enfance. Et sur le graphe de Lacan, la ligne du fantasme est qualifiée d'imaginaire, n'est-ce pas? Quoique pas sans connexion avec les signifiants de l'inconscient. Comment un fantasme de désir imaginaire, malgré sa constance, qui le fait prendre parfois pour du réel, comment un fantasme imaginaire serait-il une solution pour les symptômes sexuels de jouissance qui objectent au couple de l'amour et qui, eux, ne sont pas imaginaires, mais sont inscrits et fixés? Certes, amour et désir font lien entre les sujets, pas de doute, mais restent les symptômes comme modalité de jouissance. Jouissance une qui sépare. Et donc, au fond, au terme des écrits, Lacan n'a toujours pas résolu la question de ce qui objecte au couple de l'amour. Et c'est la butée qui motive les pas suivants. Je ne peux pas suivre complètement le chemin, ce serait trop long, donc je fais un saut pour en venir à ce qui m'a permis de parler d'une autre fonction de la parole. Une autre fonction de la parole, pourquoi autre? Elle permet de faire lien non seulement entre les sujets du désir, mais entre les corps de jouissance. C'est ça l'autre fonction dont je parle. Dans les deux cas, elle est liante. Un cas, elle lie les sujets du désir, et dans l'autre, les corps de jouissance prolétaires. Il faut que je dise un mot sur la définition du prolétaire, parce que sinon on entre dans des malentendus majeurs. Dans l'Antiquité, d'où vient le terme? Le prolétaire, c'est celui qui n'a aucune fonction sociale ou citoyenne. Il n'a donc que son corps. D'où Karl Marx a tiré le prolétaire du capitalisme, qui n'a rien que sa force de travail. Et d'où Lacan
attirer le prolétaire de la psychanalyse. Dans son texte, la troisième, c'est celui qui n'a rien pour faire lien social. Et donc, les corps prolétaires, ce sont les corps, lieux de jouissance autiste. On dira jouissance 1 qui objecte au corps à corps des jouissances. Et ce n'est pas la faute du capitalisme. Ce qui supplée à un décor, eh bien, c'est un lien de parole. Ni celui du pacte, ni celui du désir, en fait. Le non-rapport sexuel, dit Lacan, rebondit dans l'existence de la parole, qui, à certains égards donc, est une suppléance, au sens fort du terme. Alors, évidemment, si ce n'est pas la parole du pacte, pas même celle du désir, qui peut assurer ce corps à corps des jouissances, qu'est-ce ? On savait bien qu'amour et désir sont des effets de parole. La question est de savoir maintenant comment l'économie de jouissance d'un corps peut être réglée de façon à permettre des liens entre des corps de jouissance. Alors que le jouir n'est le signe ni de l'amour ni du désir. L'effet de langage majeur, l'objet A, ce qui manque, objet perdu, disait Freud, lance le vecteur du désir. Mais comment celui-ci, le désir, en vient-il à un plus de jouir complémentaire en place d'objet ? C'est la question. Au niveau sexuel, car la question se pose aussi dans le social, mais au niveau sexuel, la question se complète. Comment ce plus de jouir en vient-il à être présentifié par le fait de jouir d'un autre corps, que Lacan dira corps-symptôme? Eh bien, une des réponses de Lacan, c'est qu'il y faut la jouissance du parler. C'est celle, dit-il, qu'il faut pour que l'histoire continue. Qu'elle continue démographiquement. Celle qu'il faut donc pour que le couple des corps assure non seulement la jouissance sexuelle, mais aussi la procréation. On pourrait dire pour que le désir d'enfant continue. Nous avons choisi comme thème de notre prochaine journée à Paris, faire des enfants ou pas. On était sur le thème. Alors, la jouissance du parler aurait donc, si on suit Lacan, pour fonction d'assurer, outre la jouissance sexuelle, la reproduction. Ce qui semble aller de pair avec le couple de l'amour hétérosexuel, évidemment. C'était en 1973 qu'il disait ça. Alors aujourd'hui, la science y a mis son grain de sel. Elle assure la reproduction sans le coït, à volonté, et pour les hommes et pour les femmes, au fond. Ça ne rend pas la thèse obsolète pour autant, car au moins pour l'instant, ce sont encore les sujets qui convoquent la science, qui convoquent les interventions de la science pour la reproduction. Et la thèse, il faut la jouissance du parler pour assurer le désir d'enfant, reste valable. Évidemment, c'est une thèse très difficile et notre tâche aujourd'hui est d'arriver à saisir, aujourd'hui et après aujourd'hui, parce que je n'en suis pas venue à bout, c'est d'arriver à saisir ce qu'est la jouissance du parler. L'expression est tentante, c'est facile à utiliser, mais il ne faudrait pas que ça tourne à la ritournelle immédiatement.
Alors, comment accorder cette jouissance du parler? Le parler, ce n'est pas tout à fait la parole, je vais y venir. Cette jouissance du parler avec la thèse qui traverse tout l'enseignement de Lacan et qui posait, premièrement, hétérogénéité du symbolique et du réel, donc hétérogénéité du signifiant d'un côté, de la jouissance de l'autre, et qui posait deuxièmement un nouage des deux et des effets du langage, spécifiquement de l'inconscient langage, sur la jouissance de corps qu'il négative et morcelle. Donc il y avait la thèse hétérogénéité des deux registres et domination d'un registre par l'autre. L'expression qui disait cette thèse est celle-ci. Je cite, l'inconscient affecte le corps, pas le sujet. Vous trouvez ça dans un petit texte qui s'intitule « Ou pire ». D'où la notion d'un inconscient qui peut être dit sans sujet. La jouissance du parler, en disant jouissance du parler, Lacan suspend ce binarisme, suspend cette subordination. Il suspend ce qui avait conduit à distinguer le S barré, sujet au manque, d'un côté, et le plus de jouir de son fantasme de l'autre. Thèse familière pour nous, et que bouleverse la jouissance du parler, que bouleverse aussi la thèse de encore sur le savoir qui se définit, le savoir de l'inconscient, qui se définit comme du signifiant joui. Alors on est là devant quand même un tel renversement des thèses qu'il faut s'arrêter un peu. Bien sûr, le parler, ce n'est pas la parole. Le parler, c'est le parler quoi qu'on dise. Bon, alors c'est à mettre en série le parler, me semble-t-il, avec le dire existentiel, avec l'énonciation comme acte. Le parler suspend ce que les dits ont de vrai et de faux. Il est ou il n'est pas. Vous parlez ou vous ne parlez pas. Et en parlant, l'être jouit, quoi qu'il dise. Il y aurait donc une jouissance propre à cet acte d'émission de la parole. Je la questionne. Qu'est-elle? Quel est son rapport à la jouissance que nous connaissons bien, les lecteurs de Lacan, qui circule dans la métonymie, telle que Lacan l'a redéfinie dans Radiophonie. La métonymie, lieu de métabolisme de la jouissance. Mais la métonymie, elle est jouissance de la parole articulée. Elle est jouissance de la parole articulée en chaîne. Donc, si on dit jouissance du parler, et qu'on donne du poids à l'expression, ça doit être autre chose. Et puis, surtout, nous sommes convaincus que la parole fait lien. Il n'y a même que ça pour faire lien. Mais ici, c'est autre chose. Ce n'est pas le parler qui fait lien, c'est la jouissance du parler. Alors ça, c'est une thèse énorme par rapport aux formules qui nous sont les plus familières et qu'il faudra accorder avec le Yadelin que Lacan profère à la même époque. Je montre les problèmes, je ne vais pas les résoudre aujourd'hui. Je vais vous laisser y penser ensuite. Ce qui complique encore, c'est que Lacan ne dit pas le parler en général. Dans le discours courant, il dit c'est la psychanalyse qui assure cette jouissance du parler. Je crois que donc, ce serait seulement dans l'interlocution analytique, si on peut employer ce terme pour l'analyse, qu'il y aurait jouissance du parler. Je crois que
elle n'est pas à confondre, la jouissance du parler, comme je l'ai dit à propos de la métonymie, avec celle du sens. Celle du sens est liée à la chaîne des paroles. Elle est liée avec signifiant signifié. Et elle satisfait, c'est sûr, cette chaîne. On en parle tant d'ailleurs. On en parle surtout maintenant pour la fin de l'analyse, en disant chute du sens, chute de la jouissance, écrite en 2 mots. Alors que le sens est inéliminable et que dans son dernier texte écrit sur Joyce, Lacan le redit bien après 76, la psychanalyse opère par le sens. Alors, vous voyez tout ça pour dire qu'il faut préciser le rapport de la jouissance du parler avec celle du sens. Et sur ce point que j'ai commencé à prospecter, mais que je ne développe pas aujourd'hui, je conclus, il y a plusieurs constructions de Lacan. Enfin, j'en ai distingué au moins 2. Alors, je débouche donc, pour conclure, sur la nécessité d'une mise à l'étude nécessaire de cette jouissance du parler. Du moins, si nous voulons approcher ce que Lacan appelait de ses voeux, et je trouve ça très joli, un psychanalyste qui ne se contredise pas à tout bout de champ. Voilà.